Ophthalmo vous est présenté par les docteurs Maxime Delbar et Camille Rambeau. Vous y trouverez des interviews d'experts reconnus sur des questions variées pour tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur la spécialité ophtalmologique. Depuis les premières découvertes dans les années 90 sur le rôle du facteur de croissance vasculaire endothélial VEGF, les traitements anti-VEGF pour la DMLA ont progressé très rapidement. En une dizaine d'années, un premier médicament ciblé a été autorisé pour une utilisation intraoculaire dans le traitement de la DMLA néovasculaire. Étant donné l'impact économique et médical important de la DMLA dans le monde, l'industrie pharmaceutique continue de rechercher des solutions pour espacer les injections. Nous sommes toujours avec le professeur Thibaut Matisse, avec lequel nous aborderons notamment la prise en charge de la DMLA atrophique, des néovaisseaux hors DMLA, ainsi que de l'œdème maculaire diabétique. On va parler de DMLA atrophique. Quelle solution thérapeutique proposer à un patient aujourd'hui qui souffre de DMLA atrophique ? Alors ça, c'est le sujet chaud du moment, effectivement, puisqu'il y a un traitement qui est autorisé aux États-Unis pour la DMLA atrophique. Il y a même 2 traitements qui ont eu l'AMM, la FDA aux États-Unis, et qui ont prouvé leur efficacité par rapport au placebo pour réduire la progression de la DMLA. Donc ça va pas guérir la DMLA atrophique, puisque c'est une maladie dégénérative. On va pas remplacer des cellules qui sont mortes, donc les patients, de toute façon, ils n'ont pas de gain d'acuité visuelle, et surtout, on va pas stopper la neurodégénérescence, c'est-à-dire que les patients vont toujours progresser dans leur maladie, mais ils vont progresser moins vite que les patients qui ne sont pas traités. Et donc les 2 molécules, et ça c'est un fait important à noter, c'est que ces 2 molécules, elles ont prouvé leur efficacité pour réduire la neurodégénérescence. C'est pas rien de réduire une neurodégénérescence. Les neurologues, ils rêveraient d'avoir une molécule qui réduirait la neurodégénérescence dans Alzheimer, par exemple, et de manière vraiment efficace et qui soit bien montrée dans les essais cliniques. Donc nous, on l'a en DMLA atrophique, elle a été validée aux États-Unis. Malheureusement, en Europe, il n'y a pas eu de validation de nos autorités sanitaires, donc de l'EMA, pour cette molécule, puisque la molécule ne montre pas d'efficacité fonctionnelle, c'est-à-dire qu'on ne va pas améliorer la fonction visuelle. Effectivement, puisqu'on ne va pas gagner en acuité visuelle, encore une fois, mais les standards européens n'ont pas retenu, on va dire, l'efficacité sur la progression de l'atrophie. Et donc, fort de ce refus, les différentes sociétés savantes, dont la Société française de rétine, a fait remonter, on va dire, les différentes remarques qu'avaient les spécialistes, comme quoi, effectivement, il y avait quand même une efficacité sur la progression de l'atrophie d'une part, et que d'autre part, on pouvait pas tellement faire la fine bouche parce qu'on n'avait rien d'autre, et qu'il y a quand même une grosse attente de nos patients pour ce type de molécules. Et donc, le laboratoire qui a eu un refus, le deuxième laboratoire qui est déjà autorisé aux États-Unis, n'a pas encore déposé son dossier en Europe et attend de voir un petit peu ce qui se passe avec le premier laboratoire. Donc, le laboratoire qui a eu un refus a reposé son dossier. Donc, on attend, j'espère, les conclusions de l'EMA, on va dire avant l'été. Thibaut, est-ce que tu peux nous parler de la photobiomodulation pour les patients qui ont une maculopathie liée à l'âge, qui présentent des drusènes? Ça, effectivement, c'est une autre stratégie thérapeutique qui s'applique à des patients qui n'ont pas encore la forme atrophique. Donc, c'est chez les patients qui ont une DMLA précoce ou intermédiaire, souvent donc avec des drusènes séreux qui commencent à devenir de plus en plus confluents. On voit que le patient a quand même une épée de Damoclès au-dessus de la tête et on voudrait réduire le risque de progression dans une forme de DMLA tardive, c'est-à-dire atrophique exudative, en réduisant le volume des drusènes et donc en améliorant, on va dire, l'anatomie rétinienne. Et donc, la photobiomodulation, elle consiste à envoyer des faisceaux lumineux d'une certaine longueur d'onde sur la rétine de manière à réduire ce volume de drusènes. Et il semblerait dans les études randomisées que ça fonctionne, c'est-à-dire qu'on réduit le nombre de drusènes. Néanmoins, on ne comprend pas bien comment ça fonctionne. On voit que ça marche, il se passe quelque chose, mais on ne comprend pas bien comment ça fonctionne et on ne connaît pas les effets à long terme de cette photobiomodulation. Donc déjà, d'une part, il semblerait que ce soit relativement sécuritaire au niveau de la rétine, qu'il n'y a pas d'effet secondaire majeur, on ne provoque pas d'atrophie. Néanmoins, on ne sait pas bien si ça va retarder, on va dire, le passage à une DMLA atrophique. L'autre point qui peut être freinant sur l'utilisation large de cette photobiomodulation, c'est qu'il n'y a pas de remboursement de la sécurité sociale et que tout est à la charge du patient et que ça a un certain coût, puisque même le praticien doit acheter, on va dire, une licence avec un certain nombre de traitements qui peut être fait chez le patient. Et donc globalement, le patient il doit avoir environ 2 à 3 sessions de traitement qui passent par dans une session il y a plusieurs cycles de traitement. 2 à 3 sessions par an pour entretenir justement cela. Donc une fois qu'il commence à rentrer dans la machine, il faut qu'il continue à venir et à payer. Donc le système français est peut-être pas
tellement enclin pour l'instant à utiliser massivement ce type de thérapie. Ok, merci. Alors pour continuer sur la DMLA atrophique, quels sont les rythmes de suivi pour les patients qui sont atteints de DMLA atrophique? Effectivement, chez ces patients, on les revoit souvent et on leur dit on n'a toujours rien à faire. Revenez dans 3 mois, 6 mois ou 1 an, mais on fera toujours probablement rien. Alors, il convient quand même de les surveiller, d'une part parce que vous avez vu, les choses évoluent et dans 6 mois, c'est possible qu'on ait peut-être un traitement à leur proposer, peut-être pas dans 6 mois, mais dans 1 an, d'une part. Et donc, les tenir informés, les suivre. D'autre part, il faut tout de même les surveiller pour vérifier qu'il n'y ait pas de passage d'une forme atrophique à une forme exudative, parce que c'est des patients qui peuvent quand même faire un néovaisseau qui peut aggraver encore plus la maladie. Et comme c'est des patients qui n'y voient pas beaucoup, peut-être ils sont peut-être moins enclins à détecter une baisse d'acuité visuelle qui mettrait pourrait justifier, on va dire, un traitement d'une DMLA exudative s'il y avait une transformation néovasculaire. Et d'autre part, je pense que nous aussi, il faudrait qu'on les revoie pour commencer un petit peu à voir le rythme de progression de ces patients, puisque on voit que les nouvelles thérapies, elles ne vont pas améliorer l'acuité visuelle, elles vont réduire la progression de la maladie. Et donc, pour savoir si ces traitements vont fonctionner chez l'œil de notre patient, il faut déjà qu'on ait un suivi auparavant de ces patients, voir un petit peu quel est le rythme de progression de la maladie et voir si cette maladie est progressive, s'ils sont candidats pour un de ces nouveaux traitements. Par exemple, un patient qui a une atrophie centrale qui n'a pas bougé depuis 5 ans, peut-être que ce patient serait pas candidat, on va dire, à des traitements qui réduisent la progression de la maladie. Par contre, un patient qui a plusieurs patchs de DMLA atrophique, qui commence à être confluent et s'approcher de la FOVA, peut-être que ça, c'est un bon candidat à un de ces nouveaux traitements. Ces nouveaux traitements, on n'en a pas parlé, mais ils sont quand même lourds à mettre en place, puisque c'est des injections intravitréennes qui, dans les études randomisées, sont réalisées soit tous les mois, soit tous les 2 mois, pour une maladie neurodégénérative, c'est-à-dire sans possibilité d'arrêter ces injections. Passons maintenant, si tu le veux bien, aux autres formes de néovaisseaux, les néovaisseaux du myope fort ou ceux qui présentent des stries angioïdes. Est-ce qu'il y a eu une évolution dans la prise en charge de ces patients? Alors pour l'instant, chez ces patients qui ont des néovaisseaux hors DMLA, les 2 molécules qui ont l'AMM restent les mêmes, Lucentis Eylea, les autres molécules n'ont pas encore l'AMM dans ces indications. Les protocoles de traitement, pour l'instant, c'est plutôt une injection et ensuite on suit les patients en PRN pour voir un petit peu comment ça réagit. Donc ça, c'est la théorie, c'est ce qu'on fait habituellement dans la majorité des cas. Maintenant, c'est vrai que lorsqu'on a un patient qui a, par exemple, un néovaisseau qui est lié à une myopie forte ou une strie angioïde, qui a un gros syndrome exudatif avec une masse néovasculaire qui est assez importante, des fois, je m'autorise une petite dose de charge, peut-être pas de 3 injections, mais peut-être de 2 injections, parce que d'expérience, je sais que j'ai envie de couvrir un apport en anti-VEGF qui est plus long dans le temps, et je fais ces 2 injections avant de partir sur du PRN. En tout cas, voilà, on est sur 1 à 2 injections et ensuite du PRN. Et par contre, effectivement, si les patients récidivent et montrent un profil de récidive qui est par exemple toutes les 6 ou 8 semaines, dans ce cas, il faut partir sur un traitement externe comme on fait avec une DMLA classique pour éviter la récidive. Parfait. Nous allons passer au diabète. Quelles sont les molécules disponibles en 2024 pour traiter l'œdème maculaire diabétique? Alors les molécules, finalement, elles sont identiques à la DMLA. On a toujours le Lucentis, l'Eylea et les 2 nouveaux, le Vabysmo et le Beovu. On attend l'aflibercept haute dose pour fin 2024, on espère. Avec ces anti-VEGF, dans le diabète, on peut utiliser aussi de la cortisone. Et donc dans la cortisone, on a 2 molécules, l'Ozurdex et l'implant de fluocinolone, donc l'Iluvien. Donc elles ont chacun, on va dire, leur avantage et leur inconvénient entre anti-VEGF et Ozurdex. Il y a vraiment deux parties, on va dire, dans le traitement de ces patients. Et donc, chacun a ses indications et ses contre-indications qui leur sont propres. Et donc, il faut bien, on va dire, imager le patient et bien voir le profil de ce patient pour pouvoir proposer une classe thérapeutique ou l'autre. Est-ce que tu peux nous rappeler les protocoles de traitement, que ce soit pour les anti-VEGF ou pour les traitements par corticoïdes? Alors, pour les anti-VEGF, on est un petit peu dans le même standard que la DMLA, c'est-à-dire une dose de charge qui peut varier entre 3 et 5 injections pour les anti-VEGF et ensuite partir sur du Triten-Exten. En général, c'est le standard chez ces patients. Pour la cortisone, c'est un petit peu différent, mais c'est en train d'évoluer récemment.
notamment pour l'Ozurdex, en général, on faisait une injection et puis on regardait le rythme de récidive du patient et puis on le surveillait à 2 mois, à 4 mois. Et puis quand le patient récidive, on fait une nouvelle injection et on le suivait comme ça. Finalement, c'est du PRN que l'on faisait avec de l'Ozurdex. Néanmoins, on s'aperçoit que dans les études de vraie vie, mais aussi dans certaines études randomisées, que les fluctuations rétiniennes dans le diabète, elles sont délétères. C'est-à-dire que plus le patient va faire le yo-yo et plus on accepte les récidives, moins bonne sera l'acuité visuelle finale. Donc, pour limiter les récidives, avec les anti-VEGF, on réalise du treat and extend et on injecte en général le patient sur une rétine sèche au plus proche de la récidive pour limiter le fardeau thérapeutique. Néanmoins, avec l'Ozurdex, le paradigme de traitement faisait qu'on attendait toujours un petit peu la récidive. Néanmoins, les choses sont un petit peu en train de bouger, et notamment on a une grosse étude nationale qui s'appelle l'étude LODEX qui expérimente la dose de charge avec l'Ozurdex, c'est-à-dire qu'on fait un petit peu comme les anti-VEGF, c'est-à-dire qu'on injecte une première dose d'Ozurdex et 3 mois après, on réinjecte un Ozurdex en dose de charge et ensuite on réinjecte le patient dès l'apparition de petits kystes dans la rétine. Souvent, quand le patient récidive ou quand on voit le patient dans le diabète, on voit des tout petits kystes qui arrivent dans la rétine et on se demande si ces kystes vont aboutir à une récidive, on va dire, clinique évidente avec le gros œdème intrarétinien que l'on connaît ou du fluide sous-rétinien. Et en fait, on s'aperçoit que ces patients qui ont des petits kystes dans la rétine qui surviennent alors que la rétine était sèche, dans 90% des cas, ils vont aller vers une récidive classique. Donc quand on voit ces petits kystes, on se dit il faut réinjecter tout de suite, avant la baisse d'acuité visuelle. Néanmoins, on a fait une étude récemment où on va encore plus loin et plutôt que d'attendre la récidive de ces petits kystes, on va se dire, comme on connaît le profil de récidive d'un patient, finalement, après 2, 3, 4 injections, on sait que notre patient, par exemple, il récidive toujours à 4 mois et demi ou 5 mois. On va se dire, on va injecter avec l'Ozurdex un petit peu avant cette récidive, comme ce que l'on fait avec les anti-VEGF, c'est-à-dire sur une rétine sèche. Et donc, on va publier les résultats, c'est l'étude PRODEX, qui analyse justement ces patients. Et on voit que chez des patients qui sont traités depuis en moyenne 2 ans par Ozurdex, donc qui sont quand même des patients qui ont des œdèmes chroniques, on arrive encore à gagner en acuité visuelle juste en limitant ces fluctuations puisqu'on réinjecte sur une rétine sèche. Donc, le paradigme de traitement avec l'Ozurdex va probablement bientôt évoluer pour aboutir à un paradigme de traitement comme ce que l'on a avec les anti-VEGF, c'est-à-dire dose de charge, probablement moins importante, bien évidemment, et ensuite traitement en proactif. Mais je pensais que dans le cas de l'œdème maculaire diabétique, à la différence de la DMLA, on peut tolérer un peu plus de fluide, mais il faut quand même être finalement assez actif dans le traitement pour que les patients maintiennent une bonne acuité visuelle, c'est bien ça? Effectivement, on a un peu plus de temps quand même qu'en DMLA, où là il faut injecter quand même assez rapidement, et notamment en diabète au début, avant d'initier un traitement. On peut se poser la question, est-ce que c'est licite de traiter ce patient? Est-ce qu'il y a une baisse d'acuité visuelle qui est importante? Par exemple, en DMLA, on injecte le patient à 10 dixièmes, alors qu'en diabète, on n'injecte jamais un patient qui a 10 dixièmes. Et on est peut-être un petit peu moins pressé. Et effectivement, quand on a du liquide, l'acuité visuelle, elle baisse pas tout de suite, et on a peut-être moins de séquelles qu'en DMLA. Néanmoins, quand on analyse ces patients au long cours, et que l'on regarde les fluctuations qu'ils ont eues dans la rétine, toutes les études convergent pour dire que plus il y a des phases avec du liquide dans l'œil, moins bonne sera l'acuité visuelle, ce qui est finalement logique puisque un photorécepteur n'aime pas avoir les pieds dans l'eau. Et donc, ça, de faire des traitements de manière récurrente et de manière proactive permet de limiter justement ces récidives. Et justement, peut-être qu'il y a aussi chez ces patients un intérêt à faire des traitements au long cours, comme par exemple l'Illuvien, qui promet, on va dire, dans les études randomisées, de ne plus avoir d'injection pendant 3 ans. Donc en pratique, c'est toujours un peu moins rose puisqu'on est plus sur du 2 ans que du 3 ans. Mais bon, c'est quand même bien de ne plus avoir d'injection pendant 2 ans. Et on a à peu près 2/3 des patients qui sont injectés par Illuvien qui n'ont plus d'injection ensuite pendant 2 ans. Donc finalement, plus de fluctuations rétiniennes, ce qui peut être intéressant justement pour conserver leur acuité visuelle au long cours. Est-ce qu'il y a encore une place pour le laser maculaire? Ça aussi, c'est une excellente question finalement. Il n'y a plus de place pour la grille maculaire. Le laser qui était une photocoagulation laser en grille sur la macula quand on n'avait pas les anti-VEGF, et c'était la seule manière que l'on avait de faire réduire l'œdème maculaire, mais bon, on collait des cicatrices atrophiques aux patients. Là, il y a toujours une indication qui devient finalement de plus en plus importante du laser maculaire sur des téléangiectasies capillaires, c'est-à-dire ce qu'on appelait auparavant les micro-anévrismes ou les macro-anévrismes. Ça a changé de
terminologie pour les différencier des macroanévrismes artériels qui sont liés à l'hypertension artérielle. On appelle ça maintenant les télangiectasies capillaires. Et chez ces patients, on a montré, et même d'autres études ont montré, que de cibler par laser ces malformations veineuses permet de limiter le nombre d'injections qu'ont ces patients. Et même des patients qui ne sont pas injectés, qui ont un œdème qui est focal, qui commence à déborder sur la macula et provoquer une baisse d'acuité visuelle, un petit coup de laser sur ces lésions permet de ne pas injecter le patient. Donc maintenant, on se pose la question de chez qui on peut faire ça, jusqu'où on peut faire ça. Et ça, ensuite, ça dépend du type de laser que l'on a et de l'expérience que l'on a d'un laser maculaire. C'est-à-dire que classiquement, on dit que à partir de 700 à 1000 microns de la macula, on ne fait plus de laser maculaire, enfin 1000 microns, on va dire. Mais on peut s'autoriser à descendre à 700 microns si on a vraiment l'expérience du laser maculaire, qu'on a l'habitude d'en faire à côté de la macula. Et on peut y descendre peut-être encore un petit peu plus si on a les nouveaux lasers qui sont guidés par eye tracker, comme le Navilas, par exemple, qui permet de traiter de manière très ciblée un microanévrisme ou un macroanévrisme sans, on va dire, en absorbant les petites fluctuations qui sont liées au micro-mouvement du patient et en étant quand même plutôt sécuritaire par rapport à la fovea. Quels sont les protocoles de traitement à venir pour l'aflibercept à haute dose ? Alors, pour l'aflibercept à haute dose, effectivement, c'est les mêmes protocoles de traitement, c'est-à-dire qu'il y a une dose de charge à 3 injections, donc comme ce que l'on a avec l'Eylea classique. Mais par contre, ensuite, après la dose de charge, dans les études randomisées, les patients étaient traités soit toutes les 8 semaines, directement après la dose de charge, soit toutes les 12 semaines, soit toutes les 16 semaines. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de patients qui ont eu la dose de charge et ensuite qui ont été traités toutes les 16 semaines pendant 1 an avec une acuité visuelle non différente des autres, non inférieure des autres bras et du comparateur. Donc ça peut être très intéressant chez nos patients. Maintenant, reste à voir dans la vraie vie ce que ça donne, puisque voir s'il y a une tolérance de fluide qui est faite, puisqu'en général, on est un peu plus strict, on va dire, en vraie vie sur le fluide que dans les études randomisées. Et donc, tout ça, on attend les résultats. La petite différence qu'il y a entre l'aflibercept haute dose et l'aflibercept classique, c'est la dose que l'on injecte, enfin le volume que l'on injecte, puisque pour injecter une si grosse dose, il va falloir injecter un volume de 0,7 plutôt que de 0,07 plutôt que de 0,05. Donc, on va injecter un peu plus dans l'œil du patient. Donc, dans les études randomisées, il n'y a pas eu de différence chez les patients en termes d'hypertonie et tout ça. Mais bon, il faudra quand même être vigilant au début, vérifier que chez nos patients en vraie vie, qu'il n'y ait pas de problématique par rapport à une injection plus importante de volume dans l'œil. Passons maintenant aux questions du patient. Ce sont des questions que les patients nous posent souvent en consultation. Oui, on a souvent des patients très renseignés et qui arrivent parfois en disant « Docteur, j'ai vu un article sur des chercheurs qui ont développé des greffes de rétine. Apparemment, ça marche super bien. Est-ce que vous pouvez m'en faire une ?» Effectivement, c'est une question que j'entends régulièrement à la consultation. Encore, comme il me pose la question d'en faire une, je suis plutôt soulagé parce que ça veut dire qu'il n'est pas allé voir ailleurs. Mais on a déjà eu des patients, et on a déjà eu 2 patients qui sont revenus d'un voyage thérapeutique dans certains pays dont les autorités sanitaires sont peut-être un peu moins strictes, avec des inflammations intraoculaires parce qu'ils ont eu des injections, par exemple, de cellules souches. Globalement, la greffe de rétine, c'est des choses. Ce que je leur explique, c'est que la greffe de rétine, c'est une thérapie qui est actuellement en cours d'expérimentation, qui est plutôt sur de la phase animale ou de la phase humaine précoce. Mais c'est quelque chose qui est difficile à manier puisqu'il faut savoir reprogrammer les cellules, que les cellules s'intègrent au bon endroit, de manière à redonner qu'elles s'intègrent pour pouvoir redonner un influx visuel viable et interprétable par le cerveau. Pour l'instant, il n'y a pas d'essai thérapeutique, on va dire, à large échelle. On est vraiment sur de l'expérimentation, soit de la phase 1 ou soit de l'animal. Et surtout, de ne pas aller chez des médecins, notamment étrangers, en Amérique du Sud, en Asie du Sud-Est, notamment, qui proposent d'injections de cellules souches qui sont souvent faites en intravitréen et qui ne font aucun effet, si ce n'est de provoquer de l'inflammation intraoculaire, puisque tous les phénomènes d'immunité oculaire par rapport aux cellules souches ne sont pas encore bien gérés, d'une part, et d'autre part, qui peuvent faire très mal au portefeuille. Et notamment, on est sur une moyenne d'environ 50 à 100 000 euros chez ces patients. Moi, j'en ai eu 2 qui ont eu des injections de cellules souches qui se sont mal passées, puisque les patients ont perdu leur œil par la suite.
Mais c'est vrai que quand on se renseigne sur Internet, on voit injection de cellules souches, thérapie pour démêler atrophique, on tombe souvent sur certains médecins qui peuvent proposer ça. Il est difficile de prédire l'avenir, mais quel est selon toi l'avenir en rétine médicale ? Effectivement, c'est difficile à prédire. Néanmoins, il y a quelque chose qui revient de plus en plus, on va dire, en congrès, quelque chose qui était peut-être inimaginable il y a 10 ans. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est de transformer le matériel génétique d'une cellule pour qu'elle sécrète un médicament ou pour remplacer un gène qui est déficient. En fait, l'œil, c'est vraiment l'organe privilégié pour faire ça par rapport à d'autres organes, puisque on arrive à maîtriser le site où l'on apporte la thérapie avec le gène qui va pouvoir s'intégrer à une cellule, transfecter une cellule, puisque on peut l'insérer avec une aiguille, par exemple, dans l'espace sous-rétinien. Donc, on sait déjà que notre médicament, il est dans l'espace sous-rétinien, donc confiné au niveau de la rétine. Et aussi, on peut voir aussi directement l'effet que l'on veut par nos examens, grâce à la transparence oculaire, et voir déjà si on a une efficacité quasi directe. Et alors que ça nous paraissait très lointain il y a une dizaine d'années, on voit que on arrive sur des phases de plus en plus poussées du développement de cette thérapie génique. On a déjà des thérapies géniques qui ont été validées dans le traitement de certaines maladies héréditaires. Et donc d'ailleurs, en ophtalmologie, on est la première spécialité médicale, on va dire, qui peut avoir ça comme traitement et qui a été validée par une AMM. Et donc là, maintenant, on arrive sur des études qui permettent d'insérer des gènes médicaments, et donc notamment des anti-VEGF, pour aller traiter toutes les maladies qui nécessitent des anti-VEGF de manière fréquente, pour que la cellule devienne la principale source de médicaments et éviter aux patients des injections fréquentes. Là, on arrive sur des phases 3 avec des résultats de phase 2 qui sont extrêmement intéressantes. On a vu tout à l'heure, notamment en DMLA, 80% des patients qui n'ont plus besoin d'injection alors qu'ils avaient besoin d'injection de manière mensuelle auparavant. Et peut-être qu'on va arriver sur des nouveaux paradigmes de traitement, peut-être aussi des nouveaux business plans à faire pour les collègues qui injectent beaucoup, mais finalement on arrive sur des nouvelles stratégies thérapeutiques à réaliser, puisque il va falloir s'adapter, puisque pour l'instant c'est des choses que l'on fait en chirurgie vitro-rétinienne. Pour l'instant on sait qu'on ne peut pas accueillir tous ces patients en chirurgie vitro-rétinienne, mais c'est en train de se développer peut-être pour faire des injections intravitréennes ou suprachoroïdiennes qui permettraient comme ça peut-être de le faire plus facilement au cabinet. Est-ce que tu as une astuce ou un conseil à partager avec nos auditeurs sur le diagnostic ou la prise en charge en rétine médicale? Oui, donc moi je pense que c'est pas vraiment une astuce, mais c'est vraiment quand on a un doute ou même quand on n'a pas de doute mais qu'on suit un patient, de pousser l'imagerie multimodale. Parce que d'une part, parfois on peut être surpris de retrouver des choses que l'on n'avait pas imaginées, et notamment, alors parfois ça peut être un petit peu compliqué en ville, mais d'aller faire une angiographie sur une DMLA qui répond pas bien à un traitement, on peut aller retrouver un polype qui modifie peut-être un petit peu la prise en charge thérapeutique de ce patient. Et puis le fait d'habituer son œil à faire ces imageries de manière récurrente nous aide aussi parfois à trouver des nouveaux signes et à mieux identifier notre patient. Et j'y pense notamment quand on a parlé tout à l'heure de DMLA atrophique. C'est vrai que quand on a une DMLA atrophique, on ne prend pas forcément le temps à chaque fois de lui faire une autofluorescence ou un infrarouge. Mais on verra par la suite que, par exemple, dans certains types de traitements, peut-être que ils sont plus efficaces chez tel ou tel le phénotype clinique du patient. Et donc, quand on a déjà habitué son œil à aller faire ces examens, peut-être qu'on pourra identifier plus rapidement ce patient, et en tout cas, on ne sera pas perdu quand on devra traiter ces patients. Donc vraiment, moi, je pousse mes internes à vraiment faire les imageries et à les interpréter, parce que souvent on les fait et puis on les regarde pas forcément parce qu'on dit que ça va pas changer notre prise en charge. Il faut quand même les regarder, parce que parfois il y a un petit signe qui peut nous alerter et qui peut ensuite déboucher sur une prise en charge différente. Merci beaucoup Thibaut, merci pour votre expertise, c'était passionnant. Merci Thibaut d'avoir pris le temps de partager avec nous toute ton expertise en rétine médicale. Merci à vous. Toutes celles et ceux qui s'intéressent à la rétine médicale peuvent adhérer à la Société française de rétine, qui est présidée par notre invité, le docteur Thibaut Matisse. L'adhésion est gratuite pour les internes et les assistants. Ophthalmo est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Si l'épisode vous a plu, laissez-nous un avis et partagez-le.